Bienvenue dans le podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. Notre objectif, c'est de partager avec vous, d'accueillir des personnes inspirantes pour aborder des sujets liés à la santé et au bien-être. Je m'appelle Nathalie, je suis praticienne en Ayurveda, j'accompagne les femmes spirituelles qui veulent prendre soin de leur corps, de leur cœur, de leur mental et du monde qui les entoure. Et je suis Lorraine, praticienne en Ayurveda, spécialisée en périnatalité. J'accompagne les femmes dans toutes les étapes de leur vie et de leur cycle. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Si vous avez envie de nous soutenir, laissez-nous un commentaire ou même 5 étoiles sur Apple Podcast. Aujourd'hui, nous consacrons un épisode aux cures ayurvédiques, des séjours de plusieurs jours ou semaines qui permettent de bénéficier de soins ayurvédiques de manière continue sur une période, apportant ainsi un bénéfice maximum. Dans les épisodes numéros 32, 33 et 34, nous avions déjà parlé du panchakarma, du point de vue d'un médecin, d'une praticienne et d'une curiste. Cette fois-ci, nous recevons Manuela Böhm, qui accompagne des groupes de curistes en Inde et facilite l'accès aux traditions indiennes, plus concrètement aux traitements ayurvédiques, en travaillant avec plusieurs cliniques dans le Kerala, l'Inde du Sud. Bonne écoute! Bonjour Manuela, bienvenue sur le podcast Ayurveda. Bonjour Nat et Lorraine, merci de me recevoir aujourd'hui. On est très contente de te recevoir et de pouvoir parler avec toi de comment se passent les cures ayurvédiques en Inde. Alors, Manuela, tu te trouves justement actuellement dans le Kerala. Tu vis sur place en Inde. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours, comment tu es arrivée à l'Ayurveda et dans le Kerala? Qu'est-ce qui t'a amené à l'Ayurveda? À l'Ayurveda, qu'est-ce qui m'a amené? C'était une rencontre avec quelqu'un, avec un Jyotish, quelqu'un qui fait de Jyotish, il y a peut-être 12 ans ou plus, je sais plus. Et cette personne fait aussi de l'Ayurveda, maintenant moins, mais à l'époque, il faisait aussi l'Ayurveda. Et donc, on a fait une consultation de Jyotish qui a complètement débordé, ça a duré 5 heures. Et ça m'a tellement enchantée et c'était tellement riche et dense que voilà, ça m'a beaucoup parlé à l'époque. Et il m'a mis sur un traitement ayurvédique pour des petits mots qu'on a tous, des petites choses. Et donc pendant 3 ans, j'ai pris des médicaments ayurvédiques que j'avais commandés sur Internet, à droite à gauche, mais il n'y avait pas forcément beaucoup d'amélioration. Et donc au bout de 3 ans, cette personne m'a dit, mais ça sera quand même bien que tu fasses un panchakarma. Donc il m'a donné une adresse en Inde. Et comme j'avais depuis toute petite un appel de l'Inde, vraiment quelque chose qui me menait vers l'Orient, et je voulais toujours partir. Et en plus, il y avait un moment dans ma vie où j'étais dans un croisement où tout était ouvert. Donc je me suis dit, alors j'ai l'adresse, c'est maintenant ou jamais. Donc je suis partie 6 mois pour un voyage en Inde avec un séjour au milieu de ce voyage pour faire donc la cure dans le Tamil Nadu, près de Kerala. Et ce jour à la clinique, ça a été si bouleversant. Tout le jour, je vu comment mon corps il a changé, comment mon esprit il a changé, et j'avais envie de partager ça avec d'autres personnes et que d'autres personnes ont accès à cette expérience qui est tellement intime et tellement humaine, je trouvais. Et puis en même temps, je voyais les docteurs dans la clinique être assis avec des patients avec Google Translate parce que les gens ils parlaient pas bien anglais et j'étais désolée de voir ça parce que toute la dimension spirituelle était perdue. C'était que technique. Ce qu'ils parlaient, ils pouvaient pas aller dans les profondeurs des rencontres avec les médecins. Et donc, du coup, voilà, l'idée est née de faciliter l'accès à l'Ayurveda aussi par la traduction. D'abord, c'était surtout la traduction. Et au fil du temps, ça s'est développé un peu plus du soutien aussi émotionnel
et interculturelle, la traduction interculturelle, puisque je vis sur place, je connais les deux cultures et donc le projet il s'est développé comme ça. Tu es vraiment un pont au final entre les personnes qui viennent en cure et les médecins sur place pour pouvoir à la fois être un support donc de traduction et aussi donc comme tu le disais un support émotionnel puisque les cures ayurvédiques on en a parlé donc dans des épisodes que je mentionnais en intro c'est pas toujours facile, ça peut être un peu douloureux physiquement mais aussi mentalement et émotionnellement parlant. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être, alors ça va faire des rappels pour certains, mais nous dire quels sont les bienfaits de ces cures? Pourquoi on vient se faire mal en Inde? Se faire mal carrément. On se fait mal pour aller mieux après. C'est comme si on commence à remuer de l'eau dans un puits et au début toute la saleté va monter à la surface. C'est un peu comme ça la cure. Donc d'abord on va regarder un peu tout ce qui va pas et ensuite on a des bienfaits qui sont donc très nombrables, des bienfaits puisque c'est un nettoyage profond. Ça va vraiment dans les profondeurs de notre corps et de notre être. Donc, je trouve, c'est comme une renaissance. On va sortir, on a une clarté d'esprit, on est apaisé de l'esprit, notre système immunitaire il est augmenté, le métabolisme il travaille beaucoup plus, beaucoup mieux qu'avant. On peut perdre du poids aussi, bien sûr, on va perdre du poids parce qu'on va laisser quelques bagages à la clinique. Et ensuite, il y a quelque chose qui est sain en nous. On rallume l'intelligence du corps avec une cure et ça va toucher tous les niveaux. En tous les cas, c'est mon expérience, tous les niveaux de notre vie. Ça va aussi toucher nos relations, ça va toucher aussi les situations. On va se diriger plutôt vers des choses qui sont plus saines. On sait mieux prendre des décisions parce notre corps est sain. On est dans notre véhicule, il est nettoyé, mais vraiment nettoyé. Une cure peut aller aussi profond, ça peut même changer l'ADN. Donc, ça peut amener à une vraie transformation intérieure et extérieure aussi. Et ça peut être le début aussi d'un chemin intérieur, d'un chemin spirituel, puisque c'est une rencontre vraiment avec soi. Et c'est tellement intime et ça guérit. Par exemple, pour moi, je peux parler un truc un peu personnel. Le soin ici, il y a les Indiennes, ils ont le sens de caring, de prendre soin, que ça guérisse, par exemple, quelques blessures de l'enfance, de l'amour qu'on n'a pas reçu. Ça met de miel sur notre âme, mais tout le temps. Donc, sans savoir, pour les thérapeutes, ils guérissent aussi avec la manière d'être, comment ils nous traitent dans la salle de traitement, aussi des choses plus profondes, psychologiquement ou comment mentalement. Qui sont les personnes en fait que toi tu accompagnes en cure? Est-ce que c'est des personnes qui ont forcément des problématiques de santé ou bien est-ce que tu as aussi des personnes qui viennent faire des cures un peu en prévention? Parce que le panchakarma, on peut aussi le faire en prévention. Il y a toutes sortes de personnes qui viennent. Donc, il y a des personnes qui sont vraiment malades, vraiment de tout, des cancers, du Parkinson, de la diabète, beaucoup de choses différentes, mais bien sûr aussi des gens qui veulent juste venir pour la prévention ou pour un rajeunissement, pour prendre du temps pour soi. Donc vraiment de toutes sortes et tout le monde peut faire, presque tout le monde peut faire une cure ayurvédique puisque c'est adapté à la situation de chaque personne, de chaque individu. C'est vrai que les gens qui sont plus que 75 ans, on va donner des traitements très doux. On va pas donner, par exemple, un lavement ou une purge très forte pour une personne aussi âgée. Ou les femmes enceintes aussi, c'est pas conseillé de venir. Pour ça, l'Ayurveda a d'autres protocoles que pour une femme enceinte, mais pas le Panchakarma.
Et même aussi, il y avait, j'ai accompagné même un enfant déjà qui était atteint de diabète. Il avait 10 ans, je crois, à l'époque. Et j'ai vu dans les cliniques aussi des enfants bien plus jeunes encore, avec de l'autisme ou hyperactivité qui étaient traités par les docteurs. Hein. Donc, c'est vraiment très, très large. C'est ouvert à tout le monde. Est-ce qu'il y a une durée du coup qui va varier en fonction de ce qu'il y a à traiter, évidemment? Combien de temps en général va durer une cure? Ça dépend, dans notre temps aujourd'hui, beaucoup de la disponibilité de la personne, malheureusement. Mais le meilleur des cas, c'est de venir et de laisser décider le docteur combien de temps il a besoin pour faire une cure. Après, on dit, OK, une cure de 21 jours, c'est minimum de venir pour 21 jours, parce que le docteur aussi, il a besoin du temps pour la rencontre avec la personne, comprendre l'individu, vraiment, qu'est-ce qui se passe. Ça se fait pas dans une consultation qui va tout comprendre, donc c'est au fil des jours. Et puis pour aussi, comment dire, traverser toutes les étapes d'une cure, la préparation du corps jusqu'à les traitements principaux après. Je pense que l'optimum, c'est 28 jours. Ça, c'est vraiment bien. 28 jours. Si c'est pas 28 jours, OK, 21 jours ou même plus. J'ai vu des gens qui étaient là pour 40 jours ou 49 jours. Moi-même, j'ai fait des cures de 35, 37 jours. Après, ça dépend aussi de la personne, combien elle veut aller profond. C'est sûr que dans une cure il y a des personnes qui viennent pour 14 jours, mais 14 jours, c'est rien, ça reste un peu, c'est du bien-être. Mais par rapport aux disponibilités, comme tu disais, est-ce qu'on peut faire 14 jours et puis un petit peu plus tard, peut-être 6 mois après 14 jours, ou non, ça vraiment, il faut vraiment que ça se suive? Ça doit se suivre. Sinon, c'est plus la cure. On peut pas reprendre après 6 mois là où on a laissé 6 mois avant, parce que c'est tout un protocole à suivre. Il y a une vraie préparation du corps pour arriver à un certain point. Et quelquefois, le médecin, il pousse. Il doit arriver, il veut arriver à quelque chose de précis. Et s'il lâche le traitement à ce moment-là, il doit recommencer à zéro la prochaine fois. Par contre, ce qu'on dit, c'est de faire plusieurs cures. Une cure, c'est déjà bien, mais bon, ça suffit pas, parce que chaque cellule dans notre corps a des certaines informations, des certaines mémoires. Et là, avec une cure, il y a des nouvelles infos qui arrivent. Et pour que le bienfait s'installe et on puisse aussi travailler tous les doshas, on dit 3 cures avec un espace de 1 an ou 9 mois, 8 mois. C'est vraiment conseillé. Et pour la durée encore, souvent les docteurs me disent, mais avant, dans les anciens temps, c'est le docteur qui allait chez le patient pendant des mois. Il traitait pendant des mois le patient, et en plus il faisait la cuisine pour lui. Donc déjà là, les 21 jours, c'est déjà réduit. C'est un pas vers notre société moderne pour faire un compromis. Ouais. Exactement, on s'adapte. L'Ayurveda s'adapte à la société moderne. Dans les cures, toi, ton rôle, Manuela, c'est d'accompagner justement les personnes qui viennent en cure et de faire un petit peu le relais avec les médecins, avec les thérapeutes qui sont sur place. Alors, peut-être tu vas pouvoir du coup nous parler de vraiment comment ça se déroule une cure quand on est en Inde, parce qu'en fait, on peut faire aussi des petites cures ayurvédiques en Europe, ça arrive de temps en temps, mais alors lorsqu'on va en Inde, on peut bénéficier vraiment de tous les protocoles du Panchakarma que l'on peut faire en Inde. Alors, du coup, pourquoi est-ce qu'on irait en Inde pour faire une cure plutôt que de faire une cure en Europe, par exemple? Alors, il y a plusieurs questions. Déjà, d'abord, le déroulement d'une cure en Inde. Donc, d'abord, ça commence toujours avec une consultation avec le médecin. Déjà, quand on arrive, donc le médecin, il va venir et ça peut durer, selon les médecins, plus ou moins 1 heure ou moins. Et aussi, la personne, combien de choses elle a à dire. Et ensuite, le médecin, il va donc mettre un protocole en place, les traitements à faire.
les premiers traitements à faire, puisque les traitements, après, ça, on décidé de jour en jour. Donc, il va commencer avec des traitements. Il y a une préparation, donc on va rentrer dans la phase préparatrice du Panchakarma. Il y a des traitements donc à l'huile, la biangam ou des dharas, des choses où on va mettre on va envelopper le corps dans du liquide, soit de l'huile ou des décoctions, des trucs chauds pour faire chauffer le corps, pour faire transpirer le corps, ou on va mettre la personne dans une boîte à la vapeur pour que la transpiration, pour ouvrir, en fait, on va ouvrir le corps, on va ouvrir les canaux pour commencer à bouger les toxines dans le corps. Et ça peut durer plus ou moins, ça dépend des personnes. Ça vraiment, ça peut aller 1 semaine, 2 semaines, ou c'est très individuel. Et ensuite, on va rentrer donc dans des phases des traitements principaux qui consistent en plusieurs traitements. Panchakarma, ça veut dire 5 actions. Donc, il y a 5 traitements principaux, mais qui ne sont pas appliqués à tout le monde. Là aussi, de nouveau, on va décider, selon chaque personne, de quoi elle a besoin, quel dosha, quel élément dans le corps est en déséquilibre, qu'est-ce qu'on doit bouger. Donc, il y a des traitements de vomissement, il y a des traitements de purges ou des lavements, où on met de l'huile dans le nez, ou des traitements, au sang, où on va enlever le sang malsain de la personne. Et voilà, ça c'est un peu en gros les protocoles qu'on suit. Et après ici, en Inde, on a minimum 1 traitement externe par jour, peut-être 2 ou 3 des traitements locaux si on a par exemple mal au genou ou un mal de dos, on va mettre de l'huile sur le dos, ou on va avoir un asiam. Ça dépend des personnes. Puis il y a des médicaments internes à prendre qui ne sont pas toujours très goûteux, même aussi à l'odeur. Donc je sais qu'il y a certaines personnes ont quelquefois du mal, surtout quand la personne elle reste pour longtemps, pour 5 semaines, quelquefois le traitement à la fin ils n'en peuvent plus. Mais malheureusement après ils vont partir avec un traitement de 6 mois, donc ça continue même après. Donc, il faut être préparé aussi à ça, qu'on doit prendre des choses qu'on n'aime pas. Mais comme le médecin dit souvent, ce que vous aimez pas en goût, c'est ça qui va vous aider. Et c'est vrai, au fur et à mesure de la cure, notre goût change. Et en fait, après, c'est plus aussi grave. Si avant, on n'aimait pas du tout, à la fin, en fait, ça va. On arrive à mieux supporter à la fin. On va mieux supporter à la fin, oui. Et puis le médecin, il vient en règle générale 1 fois par jour faire une consultation. Ça dépend si c'est le matin ou le soir, ça dépend de son emploi du temps, puisqu'il reçoit aussi des personnes ici en consultation, des personnes locales qui viennent tout au long de la journée. Et après, s'il y a des petites choses qu'on a, il y a toujours moyen pour parler à un autre médecin, pour faire passer le massage par quelqu'un ou par moi quand je suis là, pour être tout le temps en communication avec le médecin qui a vraiment un regard comme une super overview, je sais pas comment dire une vue globale, une vue générale. Une vue globale sur chaque patient. C'est très détaillé. Il doit savoir toujours qu'est-ce qui se passe exactement pour pouvoir adapter le traitement plus précisément possible. Mmh. Et alors, les Indiens ont quand même une approche un petit peu différente de l'approche occidentale de l'Ayurveda. Comment ça se passe, les relations entre les patients et les médecins en Inde? Oui, donc les Indiens, par exemple, ils n'ont pas l'esprit, ils sont pas dans la psychologie comme les Occidentaux, par exemple. Donc ça, c'est une petite barrière culturelle qui peut avoir un manque, je trouve, pour surtout les Occidentaux qui viennent et qui ont besoin de parler et qui ont besoin de savoir aussi. Un Indien, il explique pas. Souvent aussi pour eux, c'est tellement évident
ils disent les choses, souvent ils expliquent pas, mais ça peut créer une insécurité chez les occidentaux qui viennent surtout pour la première fois, de ne pas savoir, d'être complètement dans le noir et de s'abandonner à quelque chose qu'ils connaissent pas. Donc ça fait flipper les gens. Je l'ai vu, ça peut même aller jusqu'à un rejet. Donc là, cette approche, oui, elle est différente. Après, je trouve l'approche, il y a quelque chose, une autre dimension que nous on n'a plus en Europe. Par exemple, en Europe, on n'a plus la notion du sacré. Plus du tout. Alors qu'ici, en Inde, le sacré, il pénètre partout. Il est partout. C'est quelque chose qu'il a. Le spirituel, il est là. Donc, le docteur, même sans dire, il est connecté d'une certaine manière à la personne. Il peut la sentir. Les Indiennes, ils ont la sensibilité de sentir les énergies de l'autre, je sais pas. Souvent, j'ai eu des expériences très bizarres avec les Indiennes que jamais en Europe ça arriverait. Donc, il y a quelque chose là où ils rentrent dans un autre contact avec le patient que ce sera pas possible en Europe. Mm. En plus, ce que j'ai observé souvent aussi en Europe, après, j'étais pas dans les centres de Panchakarma, ou je sais pas en fait. Mais ce que j'observe comme ça, c'est souvent une approche au bien-être. Ça devient du bien-être et on va traiter les symptômes. Parce qu'on a ce conditionnement encore en nous de la médecine allopathique. On vient de là, on est conditionné par ça, c'est normal aussi. Et alors que eux, s'ils ont baigné, c'est les docteurs avec lesquels je travaille, c'est vraiment des lignées de famille, de longue tradition jusqu'à 500-600 ans. C'était des médecins ayurvédiques. Donc, ils avaient jamais un rapport allopathique à la médecine ayurvédique. Donc, l'approche, forcément, elle est complètement différente. Elle est vraiment ayurvédique. Elle est vraiment dans les éléments. Il voit ça sur un autre angle que quelqu'un qui a un autre background. Par exemple, même ici, je rencontrais un médecin. C'était le premier médecin avec lequel je fais une cure, qu'à l'époque je trouvais bien parce que je connaissais pas autre chose. Mais lui, il venait d'une famille allopathique. C'était le premier fils, la première personne qui faisait le l'Ayurveda. Et au fil des années que j'ai appris des choses, j'ai compris qu'en fait, lui, il traitait aussi dans une manière un peu allopathique, puisqu'il avait cette background. Et en Occident, je trouve qu'il y a beaucoup ça. On prend cette pilule-là, c'est pour le foie. Ou ça, c'est pour le maux de tête. Mais en fait, c'est une globalité qu'on traite en Ayurveda. C'est vraiment l'être entier. Et eux, ils sont là, ça dans le sang. C'est naturel pour eux. C'est vraiment naturel. Et pourquoi aussi, je trouve, c'est bien de venir en Inde, c'est toujours mieux de aller boire à la source, non? Ça vient d'ici. C'est vrai. Moi, je préfère l'eau de la source que l'eau qui a coulé déjà 1000 kilomètres. Même si aussi ça change ici, on peut encore trouver des médecins qui sont traditionnels, qui ont un parcours, qui ont commencé leur éducation à l'âge de 4 ans avec une initiation au sanskrit, qui parlent couramment sanskrit, donc ils peuvent lire les textes dans la langue d'origine. En plus, le sanskrit, il fait partie aussi de leur langue maternelle, donc ils ont vraiment un rapport à cette langue très intime. Donc, une autre compréhension des textes aussi, plus profond que je pense que peut avoir des occidentaux. Bien sûr qu'il y a plein de gens qui savent parler le sanskrit aussi en Occident, qui font des recherches et tout, mais si on a grandi là-dedans depuis l'âge de 4 ans, et on a toujours vu nos parents, notre père avec les patients, on a assisté depuis tout petit à faire des médicaments. Plus les médicaments sont faits sur place ici, sont tout frais. Donc c'est tout un ensemble où une fois il y avait un patient, il avait mal aux yeux, donc le médecin il est sorti, il a pris quelques feuilles, il a fait le jus directement dans l'œil de la personne.
C'est un vrai avantage le fait d'avoir les médicaments sur place, parce que c'est vrai que nous en Europe, il peut y avoir aussi des traitements enfin, d'une des actions du Panchakarma qui sont faits en Europe, mais on n'a pas forcément les traitements sur place, on n'a pas forcément et puis pas forcément non plus les herbes fraîches qui sont utilisées dans les traitements dans le Panchakarma en Inde. Donc ça c'est aussi un avantage au fait d'aller directement en Inde. Ouais, et aussi, je trouve aussi ce qui peut être intéressant pour des personnes qui viennent avec un esprit d'une retraite ou d'une évolution intérieure, de sortir de leur zone de confort, de se mettre dans un cadre complètement nouveau, avec des nouvelles repères et tout ça. Même si je suis là aussi pour tamponner un peu le choc culturel, ça fait bouger les choses. Rien que le fait de venir, déjà ça fait bouger les choses chez les personnes et ça ouvre quelque chose. Et voilà, donc tout ça contribue, je trouve, à la guérison et aussi à une évolution intérieure. Tu as utilisé le mot tamponner, que tu es là pour faire tampon, entre guillemets. Qu'est-ce qui se passe en fait pour les gens qui sont en cure au niveau psychologique? Quels sont les changements qui opèrent dans leur corps pour que ton rôle soit aussi important au niveau du soutien que tu leur apportes? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous arrive quand on est en cure? Aussi là, ça dépend des personnes. Il y a des personnes où il se passe pas, voilà, c'est tout léger, c'est tout joyeux. Mais il y a d'autres personnes, c'est vrai que il y a aussi des personnes qui viennent et qui ont besoin de parler. Ils viennent avec un bagage, ils portent des souffrances en eux qui ont besoin de sortir déjà dès le départ. Donc et après ensuite avec la cure, en fait comme on va desserrer desserrer toutes les toxines, on va comme détacher toutes les toxines dans le corps physique mais aussi mental. Les choses commencent à bouger, donc on peut expérimenter des états émotionnels un peu intenses quelquefois. Donc ça peut passer par la colère, par la peur, par la tristesse, par tout ce que vous pouvez imaginer, de la jalousie ou vraiment tout peut nous tomber dessus. On ne sait pas d'où ça vient d'un coup et pouf, on se retrouve dedans. Et donc là, s'ils ont besoin de parler, je viens de parler avec eux ou juste écouter ou des choses comme ça. Ou aussi, quelquefois pendant le traitement, on peut avoir envie de vomir ou envie de, je sais pas, on peut se sentir bizarre. Le médecin, il dit pas qu'est-ce qui peut arriver. Et si j'arrive le matin et je vois la personne et elle me dit oui, c'est comme ça, je dis c'est normal. Ah, c'est normal. Ok, ouf. Donc il y a un soulagement parce qu'on ne sait pas avant, on peut pas imaginer que ça peut, c'est normal. En fait, c'est contrôlé qu'on a envie de vomir, c'est contrôlé qu'on doit aller 20 fois pour les selles. Les gens sont complètement flippés. Oh, je suis allée 20 fois pour les selles. Oui, mais c'est parce qu'on a donné un médicament aussi. Ah oui, d'accord, c'est normal. Oui, mais Ils ont besoin d'être rassurés sur ce qui leur arrive. c'est beaucoup. Même si on prépare, souvent je prépare les gens mentalement avant, il y a certaines personnes avec qui je suis en contact pendant 2 ans avant pour les préparer parce qu'ils savent pas est-ce que je peux venir ou pas. Et même de les préparer et faire l'expérience eux-mêmes, c'est 2 autres choses. Donc ça prend une autre ampleur. Et après il y a des petites choses toutes bêtes. Par exemple, une fois par exemple, ils disent le traitement il commence à 15 heures. On vient vous chercher à 15 heures pour le traitement. Donc quelqu'un vient vous chercher pour vous amener au traitement. Et je vois la personne, c'était en plus une Allemande, donc elle est très ponctuelle par sa culture. Elle est sortie 5 minutes avant devant sa chambre, elle attendait. Donc moi je passe vers 3h10 et elle est là et je la vois très très nerveuse. Je dis mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Oui, ils ont dit à 3 heures le traitement commence, je suis toujours là. Oui, mais tu es ici en Inde, lâche ton truc allemand, repose-toi, ils vont venir te chercher. Tu vois, juste ces petites choses, mais qui fait beaucoup de choses pour la personne parce qu'elle se sent abandonnée à ce moment-là. Et elle sait pas, est-ce qu'ils m'ont oublié ou pas. Donc,
Ouais, mais ça vient du décalage qu'il peut y avoir, du décalage culturel effectivement entre la société occidentale et la société indienne, où par exemple, par rapport à la notion du temps, mais c'est complètement différent en Inde, hein. C'est vrai qu'on se retrouve, des fois moi je me rappelle, j'avais des discussions avec le médecin où je lui disais: «Mais on vient à quelle heure?» Enfin pour moi, c'était important de dire à quelle heure parce que parce qu'en France, on a ça, il faut absolument toujours donner des horaires. Et lui, il me disait later. Oui, plus tard. Oh, bah, ok. Mais quand? Et ça, c'est vraiment, ça fait partie des choses auxquelles on doit s'habituer entre guillemets en tant qu'Européen. Et quand on est en train de vivre une cure, c'est il faut s'habituer Ouais. à ça. Ça peut être agaçant pour les gens. Ça peut le mettre en colère aussi. Mais c'est là où vient aussi mon rôle de tamponner justement, de calmer ou de parler aussi au médecin et lui dire écoute là, tu peux un peu rééquilibrer, tu peux faire un pas vers la personne, il y a ça parce qu'il y a ces médecins, ils sont jamais allés en Europe avec lesquels je travaille, même s'il y a des Européens qui viennent ici, ils n'ont jamais vu l'environnement d'où vient leur patient. Donc il faut leur dire. Donc je leur dis des choses. En général, ils sont prêts à faire un pas aussi ou de se ajuster. Mhm. Tu parlais tout à l'heure, tu disais que pour certaines personnes, tu prépares 2 ans en amont de leur venue, de leur cure. Quelle préparation tu leur apportes? Comment tu prépares? Comment tu choisis les cliniques? Quel type de cure, etc. Comment ça se passe en amont vraiment de la cure? D'abord, il y a la prise de contact et on fait d'abord un rendez-vous téléphonique avec la personne où elle va me dire pourquoi elle veut venir. Donc, j'essaie d'un peu sentir déjà d'avoir une idée vers où je vais la diriger. Et ensuite, il y a le questionnaire médical que la personne doit remplir. Je crois, entre le temps, agrandi à 2 pages. Des questions précises. Et selon donc la maladie ou la raison pour laquelle la personne vient, et aussi du budget, comment dire, l'état d'esprit, je vais la diriger vers certains endroits. Il y a des personnes qui sont très anxieuses de venir ou qui ont beaucoup de doutes au début, qui savent pas. On sent qu'il y a un élan parce qu'ils ont entendu parler des gens de leurs expériences, ils veulent venir, mais en même temps, voilà, ils osent pas trop. Donc là, du coup, ça va reprendre, on va reparler au téléphone plusieurs fois, on va échanger des emails. Après, il y aura une pause, quelques mois, ils reviennent de nouveau vers moi. Ah oui, j'ai encore une question. En fait, j'ai aussi un PDF où déjà les questions fréquentes sont répondues. Et même avec ce PDF, les mêmes questions reviennent. Donc, il faut répondre toujours aux mêmes questions et rassurer les personnes. Et au final, après, il vient. C'est pas avec tout le monde pendant 2 ans, mais il y a certaines, oui, ça prend beaucoup de temps. C'est un chemin, en fait, qu'ils prennent. Parce que c'est un investissement déjà au niveau des finances, mais aussi du temps et aussi il y a une confiance qu'on doit avoir de se mettre entre les mains de quelque chose qu'on n'est pas, surtout avec la santé. Mm. Et quelles sont justement les questions qu'on te pose le plus souvent? Tu disais, il y a des questions qui reviennent, c'est toujours les mêmes. Oui, c'est toujours les mêmes. C'est comment ça se passe une cure? Est-ce que je dois apporter ça? Ou qu'est-ce que je dois apporter alors que j'ai mis tout ce qu'on doit apporter? Est-ce qu'il y aura comment ça se passe avec le taxi alors que aussi tout est dit? Comment sont les chambres et quelle est la nourriture? Donc c'est toujours la nourriture végétarienne du Kerala ici dans ces établissements. Et voilà, toujours un peu ces trucs. C'est quoi les traitements? Est-ce que je vais avoir un traitement aussi? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y aura des massages ou déjà il faut expliquer peut-être le massage. C'est pas forcément les massages. C'est dans certains établissements plus juste une application de l'huile. Dans d'autres, le massage, les techniques, ils mettent de l'importance parce qu'ils savent les Occidentaux, ils aiment ça. Mais dans d'autres établissements où c'est
qu'on m'a dit, c'est plus Ayurvedic friendly que user friendly. Là, on fait juste des applications de l'huile, par exemple. Donc, tout ça, il faut préparer pour qu'il n'y aura pas de déception à la fin. Mais c'est important ce que tu dis là, Manuela, en fait, que les gens n'hésitent pas, en fait, à poser des questions. Parce que c'est vrai que selon les endroits, selon les cliniques dans lesquelles ils vont aller, selon le type de cure qu'ils vont avoir, il peut se passer plein de choses différentes. Et en fait, que les personnes qui nous écoutent là, qui ont envie d'aller en cure ou même de venir te rejoindre dans les cliniques dans lesquelles tu accompagnes, c'est important de pouvoir poser des questions et d'être rassuré avant le départ, en fait, parce qu'il y a quand même pas mal de choses comme tu disais, auxquels nous, occidentaux, on n'est pas habitués. Et c'est bien de savoir qu'est-ce qu'il va falloir emmener, comment on arrive, le taxi, comment ça se passe, tout ça. Donc, c'est important justement de pouvoir poser des questions, soit au centre de cure, ou bien lorsqu'il y a quelqu'un qui accompagne comme toi. Je trouve que c'est intéressant ce que tu proposes. Et comment ça se passe une fois que les personnes ont fini leur cure? Comment ça se passe le retour? Parce qu'autant il y a une adaptation dans un sens, lorsqu'on arrive de l'Occident pour aller en Inde, et est-ce qu'il y a aussi besoin de s'adapter pour le retour? Comment ça se passe pour les gens que tu accompagnes? Oui, c'est assez un peu compliqué en fait. Rien de sortir de la cure, de sortir de l'hôpital est difficile et je sais que c'est très compliqué de trouver un lieu. Souvent, je conseille aux personnes de rester plus en Inde encore quelques jours parce que en fait, on dit si on fait 21 jours cure, 21 jours repos normalement. Donc autant qu'on fait la cure, 28 jours cure, 28 jours repos. Parce que le corps, il a besoin de se restabiliser. Parce qu'on vient de le faire on le rend très tendre le corps. On ne se rend pas compte, mais on est hyper tendre comme un bébé. Et donc le corps, il a besoin de se reconstituer. Et pour ça, le repos est presque plus important que la cure. Donc pour éviter des chocs de température, de la nourriture, de tout ça, et l'avion, je conseille aux personnes, s'ils ont du temps, au moins de rester au moins une dizaine de jours après encore en Inde. Mais même là, c'est compliqué à trouver des lieux avec la nourriture, le bruit, tous ces trucs. Donc pour ça, j'aimerais moi mettre quelque chose en place dans le futur. Je sais pas si ça va se faire, mais c'est mon idée pour aider la transition justement et de profiter aussi du moment que la personne elle est ouverte et de peut-être de donner quelques trucs sur le chemin, montrer comment faire du ghee, les impliquer un peu dans la cuisine, dans ce lieu, de vraiment faire une petite transition vers l'Occident. Et l'idéal sera de trouver en Occident ou des personnes qui pourraient après prendre le relais, en fait, s'il y a encore besoin de contact. Souvent, les gens, ils me recontactent et on est en contact après. Quand ils veulent, ils peuvent me contacter par email ou par téléphone. Mais c'est vrai qu'il y aura quelqu'un vraiment reliable là-bas ou d'autres, pas qu'une personne, mais plusieurs personnes, ça peut être aidant. Si les personnes aussi ont déjà fait des panchakarma, parce que je trouve, si on accompagne des personnes comme ça, on doit savoir d'où il vient, qu'est-ce qu'il vient de faire comme expérience. C'est très important, je crois. Tout à fait, d'avoir des personnes de confiance qui comprennent exactement ce qu'ils ont vécu et qui ont les bons mots pour, la bonne écoute et les bons mots aussi pour les rassurer post-panchakarma et dès leur retour en France, en Europe. Ouais, et aussi de mettre en place certaines choses, parce que ça vient quand même basculer beaucoup de trucs. Souvent, les gens ils sortent, mais comment je vais manger maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? Mais je peux plus aller chez les copines. La vie sociale, tout bouge en fait. Et bon, il y a beaucoup de questions. Ils sont là, ils savent plus tous les repères comment ils ont fait avant. Ils peuvent plus utiliser les micro-ondes par exemple, je sais pas, ou cuisiner tous les jours. Ouais, de vraie adaptation à la nouvelle vie ou à un autre rythme qui sera, en tous les cas pour les premiers mois de la cure, post-cure, pour garder le maximum bien fait. Parce que la cure, en fait, elle continue à travailler dans le corps, à œuvrer pendant les 3 mois post-traitement. Le premier mois, il est le plus important
et ça va monter jusqu'à 3 mois. Et après les 3 mois seulement, on voit vraiment les bienfaits. D'un coup, moi, je l'ai vu, d'un coup, j'avais une énergie de dingue, une clarté. Mais c'était que après les 3 mois. Avant, j'étais très fatiguée. On sort d'une cure, on est fatigué, en fait. On peut pas voyager après. On est claqué quand on sort de la cure. La cure, et en plus, la cure, le commencement commence après la cure. La cure est juste une porte d'entrée. Ouais, on entend les oiseaux, Manuela, derrière toi, c'est trop bien. Ça donne envie de venir Oui. en Inde. Venez, venez. Alors, pour les gens justement qui voudraient venir faire un panchakarma, une cure ayurvédique et être accompagnés par toi comme tu le fais si bien. Alors, tu nous disais tout à l'heure qu'on peut venir avec un visa médical, donc c'est le médecin sur place en Inde qui envoie une sorte d'ordonnance pour qu'on puisse avoir un visa médical. Et est-ce que tu peux donc c'est bien ça, c'est bien comme ça que ça se passe actuellement? Dans la situation actuelle, oui. L'Inde est ouverte pour les e-visas médicales. Il y a pas normalement, on peut venir avec un tourist visa, simplement, dans les conditions normales. Mais comme on est dans une situation un peu spéciale, là, ils ont ouvert pour le e-visa médical. Donc, on peut venir avec un e-visa médical pour 60 jours. Et on peut faire en ligne ce visa, et on a besoin donc une lettre de l'établissement en Inde, du médecin qui va écrire la lettre, mais qui a besoin pour l'ambassade en Inde, l'ambassade indienne à Paris. Ok. Oui. Très bien. Est-ce que tu peux donner tes coordonnées, Manuela, que bien sûr nous mettrons aussi dans les notes de l'épisode, mais si les gens souhaitent te contacter pour aller faire une cure ayurvédique en Inde, est-ce que tu veux bien donner tes coordonnées? Oui, il y a notre site qui s'appelle ayursatvik.com. Et là, vous avez un formulaire de contact et vous pouvez me contacter par ça. Il y a aussi l'email, elle est écrite aussi sur le côté, donc vous trouvez les coordonnées là-bas sur ce site. Super, merci Manuela. On arrive à la fin de l'épisode et nous allons te poser nos petites questions rituelles. La première étant, quel est ton rituel préféré pour commencer ta journée, par exemple? Quand je suis posée quelque part, vraiment, je fais du Agnihotra, qui est donc un rituel des offrandes sur le feu, dans le feu. On le fait au lever du soleil et au coucher du soleil, au moment de lever et coucher du soleil. Donc c'est un rituel que j'aime beaucoup, qui est très simple, mais très puissant, je trouve. C'est très beau, ouais, la cérémonie du feu. Ouais. Deuxième question rituelle dans le podcast, est-ce que tu peux nous dire quels sont tes projets pour les semaines et mois à venir? Les semaines et les mois à venir, les projets. Plus dans le futur, j'aimerais donc établir ce lieu pour les patients, créer un lieu ici en Inde qui fait transition après post-cure pour les personnes qui sortent de la cure, avec d'autres personnes qui sont inclus, d'acheter un terrain et de vraiment créer quelque chose vivant aussi au niveau, comment dire, avec des rituels, avec des cours de cuisine, de méditation et tout ça. Donc ça, c'est quelque chose plus dans le futur. Dans les mois à venir, je suis en train aussi de voir avec qui je pourrais étudier plus profondément l'Ayurveda. Et donc ici en Inde, avec quelqu'un, j'aime pas trop les institutions, j'ai pas une bonne expérience avec les institutions indiennes pour les études, donc je préfère de me diriger vers quelqu'un qui dans la vie. Donc je suis en train de chercher ça, et puis aussi je suis en train de préparer pour un examen de sanskrit parce que j'ai commencé à apprendre le sanskrit. Et là, je suis un peu plongée dans cette langue et j'aimerais bien réussir cet examen. Waouh, on croise les doigts pour toi, Manuela, parce que le sanskrit, c'est vraiment pas facile comme langue. Non, mais c'est très, très beau. C'est une très belle langue. Ouais. Ouais.
En fait, ça se ouvre tout le jour de plus en plus et j'ai l'impression c'est tellement immense, c'est pour toute la vie en fait, je crois. C'est ça t'accompagne toute la vie. Oui. Nous arrivons à notre dernière question que nous appelons l'instant de gratitude. Qui aimerais-tu remercier? Ou de manière plus globale, qu'est-ce que tu aimerais remercier? J'aimerais remercier toutes les personnes, toutes les amies qui m'ont été mis sur le chemin et qui sont toujours là pour m'aider et qui m'ont beaucoup aidé et guidé ces dernières années. Donc vraiment une profonde gratitude pour toutes ces personnes, mais bien sûr aussi les patients qui étaient venus, qui m'ont fait confiance de venir, et les docteurs, presque tout le monde, j'aimerais remercier parce que tout le monde, chacun apporte toujours quelque chose. Et puis aussi, bien sûr, j'aimerais remercier à la vie pour toutes les expériences que j'ai pu vivre, qui m'ont formée, qui étaient peut-être pas toujours agréables comme pour tout le monde, mais après quelques années, on comprend pourquoi on a dû vivre cette expérience pour en arriver aujourd'hui là où on est. Donc oui, là, j'ai aussi beaucoup de gratitude pour ça et que je puisse être ici dans ce pays et découvrir ces lieux secrets et qui sont encore vivants avec l'ancienne tradition. Ouais. Eh ben, nous, on a beaucoup de gratitude pour ce que tu fais, Manuela, parce que accompagner, comme tu le fais, les personnes qui viennent en Panchakarma, c'est une belle chose que tu peux proposer. Et bravo pour ça. On espère que tu vas trouver ce magnifique lieu pour aussi accueillir les personnes post-cure. On te souhaite plein de belles choses par rapport à ça. Merci énormément d'avoir participé au podcast Ayurveda. On est vraiment ravis de pouvoir discuter avec toi. Et on te souhaite plein de belles choses. Belle continuation, Manuela. Merci à vous deux aussi. Merci ce que vous faites avec de promouvoir l'Ayurveda et de donner la parole à toutes ces personnes. C'est vraiment formidable. Merci beaucoup. C'est un plaisir. À bientôt, Manuela. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci pour votre écoute. Si comme nous vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt!